Merci d'avoir planté le cadre et d'avoir commencé, je dirais, à paramétrer les enjeux stratégiques de cet espace. Finalement, vous l'avez dit, assez mal connu, encore peu exploré et exploité, mais qui nous renvoie quand même à des défis de demain. Vous avez évoqué l'exemple des terroristes. Est-ce que les capacités sous-marines resteront entre les mains des seuls États ? Probablement non, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir une exploitation des grands fonds. Donc, est-ce qu'il va y avoir un rattrapage ? Aujourd'hui, c'est un domaine qui, en tout cas, pour les aspects de supériorité des flottes sous-marines, est essentiellement entre les mains de quelques grands États. Donc, est-ce qu'il va y avoir un rattrapage ? Vous l'avez évoqué à travers, par exemple, la constitution de la flotte indienne. Et enfin, est-ce que cet espace va être encore un espace d'indétectabilité et donc d'invulnérabilité, donc de supériorité ? Alors vous avez, par ailleurs, je l'ai dit, ouvert beaucoup de questions, à la fois une meilleure connaissance de l'exploitation de ces fonds et puis aussi à ces défis que vous avez passés en revue. Je passe la parole donc à Alexis, c'est ça, pour poursuivre sur votre lancée. Alexis. Merci beaucoup, cher Louis Gauthier. Je n'ai pas les étoiles des amiraux pour vous faire rêver, et puis surtout, je suis le seul des trois intervenants introduits par Louis Gauthier à m'exprimer sans l'expérience d'avoir navigué pendant des jours, des mois, et pour certains des années, sur un sous-marin, un chasseur de mines, une frégate de lutte anti-sous-marine, et donc j'aborde le sujet de cette conférence avec une certaine modestie. D'abord, merci au secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, Louis Gauthier, et à la chaire sur les grands enjeux stratégiques contemporains, pour l'occasion d'aborder un sujet qui est essentiel, comme l'a montré Bernard-Antoine Moriot-Delisle, à la compréhension du débat stratégique contemporain, et qui est l'occasion de lever un pan du voile sur l'arme sous-marine qui reste entourée de mystères, de beaucoup de secrets, évidemment, de beaucoup de fantasmes aussi, et de représenter avec deux camarades, presque deux camarades de combat, le point de vue de l'industriel qui apporte à notre pays et à son grand chantier intégrateur naval des CNS, à notre marine et aussi à d'autres marines, puisque Thales équipe une 50aine de marines avec ses systèmes acoustiques, y compris le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et beaucoup d'autres, des systèmes de détection sous-marine. Alors avant de partager quelques remarques avec vous sur le sujet, qu'est-ce que fabrique Thales dans le domaine sous-marin et pourquoi ? J'ai beaucoup aimé l'expression de Bernard-Antoine sur entendre le silence dans du bruit. L'objectif de l'industriel, c'est d'aider notre marine à entendre le silence dans du bruit. Ça, c'est tous les enjeux de la détection sous-marine. La détection sous-marine est un des deux moyens de la discrétion, le premier étant l'hydrodynamie du bateau, le second étant, dans l'équation acoustique, la capacité de détecter. Comme le disait Bernard-Antoine, c'est détecter avant d'être détecté. Et donc cette fonction a deux principales dimensions, évidemment la discrétion elle-même de la plateforme et la puissance de son sonar. Donc première grande compétence de Thales dans ce domaine-là, la détection sous-marine. Deuxième compétence, en quelque sorte miroir, mais qui repose sur une technologie différente, c'est la lutte anti-sous-marine. Et la lutte anti-sous-marine, c'est les bâtiments de surface, donc les frégates ou les corvettes, ce sont les avions et les hélicoptères de patrouille maritime qui ont des sonars qui plongent dans l'eau ou bien qui opèrent des bouées à distance, des bouées acoustiques qui permettent de tracer ou de pister des sous-marins. Et puis n'oublions pas non plus les têtes acoustiques de torpilles, les autodirecteurs de torpilles qui permettent à la torpille de se diriger vers sa cible et d'exploser au bon moment. Et puis dernier domaine un peu moins connu de l'acoustique sous-marine, ce qu'on appelle la guerre des mines. Alors, la guerre des mines, quand on dit guerre des mines, tout le monde dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En fait, c'est un domaine qui est assez essentiel à la liberté de navigation et à la sécurité en mer, parce qu'au cours des conflits dans l'histoire, il y a un nombre absolument incroyable de mines qui ont été posées. Alors, je ne suis pas en train de dissuader tous ceux qui partent en vacances en Corse ou qui prennent le ferry en Angleterre
ils sont menacés. Mais il n'y a pas de force sous-marine et il n'y a pas de sécurité dans les mers s'il n'y a pas une capacité pour les grandes marines à pouvoir détecter aussi, indépendamment des sous-marins eux-mêmes et de ce qui naviguent sous la surface de l'eau, l'ensemble des menaces de type mine ou des objets qui sont cachés sous la mer ou sur le fond. Et ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle les chasseurs de mines. C'est une compétence qui est très liée à ce que Bernard-Antoine évoquait, c'est-à-dire l'océanographie militaire et la capacité à cartographier les fonds marins, à repérer sur le fond des mers et pouvoir classifier les objets. À chaque fois qu'il y a un sous-marin qui sort de la rade de Toulon ou la rade de Brest, vous avez un chasseur de mines qui vient observer le parcours du sous-marin à la sortie et vérifier qu'il n'y a pas d'objet ou de mine qui viendrait faire obstacle à son parcours. Et donc Thales est dans ce domaine-là actif exclusivement dans le domaine militaire et donc rassemble des compétences de guerre des mines, de détection sous-marine, de lutte anti-sous-marine autour d'une technologie, l'acoustique sous-marine, qui réunit la science des senseurs acoustiques, actifs et passifs, de toute taille et à partir de différents matériaux, premièrement. Deuxièmement, toute l'algorithmie qui permet de former et de lire le signal émis au reçu, et les compétences d'ingénierie matérielle et logicielle qui permettent de passer du capteur au système et du système au système de système, c'est-à-dire la combinaison de différents senseurs pour former un seul et même système. C'est le cas par exemple dans le domaine de la guerre des mines, où comme Bernard-Antoine le disait, on touche à la guerre des étoiles. On est aujourd'hui en train de concevoir des systèmes de guerre des mines intégralement automatisés, intégralement robotisés, et qui reposent non seulement sur des sonars, mais aussi sur des systèmes de communication, sur des réseaux de communication satellitaires qui permettent de cartographier une zone entière et de pouvoir y détecter, y qualifier l'ensemble des menaces qu'on peut y trouver. Voilà pour les compétences de Thales appliquées au domaine sous-marin et qui permettent de répondre à cet impératif d'entendre du silence dans du bruit, mais aussi du bruit dans du bruit. Parce que dans le domaine de la guerre des mines, on essaie d'écouter le bruit dans le bruit, les fréquences qui permettent de détecter des objets que l'œil nu, le plongeur, ne peut pas voir. Alors première remarque et premier enjeu, me semble-t-il, et qui vous surprendra peut-être pas, c'est celui du temps long. L'industrie aime le temps long et au fond notre espace public en offre si peu que c'est utile en soi de le noter. Et c'est un premier contraste évidemment important de prendre conscience que au fond pour développer les systèmes tels que ceux que nous offrons, il faut beaucoup de temps pour les concevoir et les amener à maturité. Derrière les technologies qui permettent de détecter à courte, à moyenne ou à longue distance, de reconnaître et de classifier, et derrière les centres d'excellence dont dispose Thales en France et puis d'autres industriels, il y a des compétences et des savoir-faire qui ont mis parfois 30 à 40 ans à se constituer et qui restent bien entendu au sein de l'industrie de défense et de l'industrie nationale en particulier des niches que Thales a consolidées pour partie au fil des années, mais ce sont des compétences qui mettent beaucoup de temps. Et au fond, il n'y a pas besoin de remonter au XVIIIe siècle et aux premières expérimentations d'acoustique dans le lac Léman pour déterminer la vitesse de propagation des ondes acoustiques, pour bien mesurer ce que le temps représente dans le développement de cette industrie. Deux remarques à ce sujet. D'abord, il y a un lien consubstantiel entre le développement d'une base industrielle d'acoustique sous-marine et dans des centres de compétences qui sont situés un peu partout en France, d'abord au Brusque et à Cagnes-sur-Mer, et aujourd'hui à Brest, Sophia Antipolis et au Bagne. Eh bien, l'ensemble de ces centres et de ces compétences sont liés de façon indissoluble à la dissuasion et à la décision de doter la France de ce qu'on appelle la permanence à la mer, c'est-à-dire la capacité à pouvoir déployer en permanence un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et l'ensemble des compétences qui concourent à l'exercice de cette dissuasion sont servies par cette base industrielle. Et là aussi, pas que les sous-marins, puisque, comme je le rappelais, l'ensemble des moyens de lutte sous la mer, la guerre des mines, la détection sous-marine, la lutte anti-sous-marine elle-même, concourent au même objectif.
La deuxième remarque, c'est que la fiabilité et la performance des systèmes de détection acoustique dans l'environnement infiniment complexe qu'est la mer et qui est un milieu hostile, la fiabilité des systèmes, c'est un peu tous les jours pour l'industriel le combat du capitaine Nemo avec la pieuvre. Et donc il faut beaucoup de temps pour que nos systèmes soient mis au point et pour pouvoir capitaliser sur les avances de la génération précédente. On en est aujourd'hui à la deuxième génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. D'ici une dizaine d'années, la France passera à la troisième génération. Et c'est un temps très long qu'il faut pour fiabiliser l'ensemble d'une chaîne de détection et s'assurer de sa fiabilité. C'est un acquis industriel extrêmement précieux qui concourt bien sûr à la souveraineté nationale. Et comme toute construction complexe, elle est fondée sur l'expérience et des savoir-faire uniques qui sont par nature fragiles parce qu'ils reposent essentiellement sur le facteur humain. Ils dépendent bien sûr d'un fort investissement propre dans ces activités que le groupe Thales a engagé depuis longtemps, mais aussi dans l'investissement des études amont, dans l'investissement public, des études amont de la Direction générale pour l'armement, qui sont un instrument essentiel pour la France pour maintenir la pertinence de sa base industrielle nationale et être compétitif à l'export. Nous sommes assez dépendants aussi du recrutement des meilleurs dans nos écoles d'ingénieurs et aussi de la qualité nouée avec tout le reste de la base industrielle, avec les autres entreprises, souvent des PME qui sont parfois plus innovantes et plus agiles que nous savons l'être. Des entreprises comme XBlue, ECA et d'autres, c'est tout un écosystème qui concourt à ces compétences. Au total, grâce à ce sens du temps long, et je pense que c'est utile de le souligner, partagé par plus de 3 générations d'ingénieurs, de dirigeants d'entreprises, de responsables publics, la France fait partie des quelques pays qui disposent de cette compétence qui est au fond peu partagée. Le Royaume-Uni là aussi, à travers Thales, à travers une des autres filiales de Thales Underwater, mais aussi à travers un industriel comme Ultra, les États-Unis, à travers Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, l'Allemagne, à travers Atlas, et puis bien entendu, je ne mentionne pas les instituts de recherche chinois et russes actifs dans le domaine et avec lesquels nous n'avons pas d'échange ni de coopération pour des raisons assez évidentes. Le temps long, d'ailleurs, n'est pas synonyme d'héritage. On ne gère pas un héritage. Le temps long, c'est surtout la conscience qui permet de mesurer les risques technologiques et le temps qu'il faut pour amener à maturation l'ensemble des technologies que nous développons aujourd'hui et dans lesquelles nous investissons. Deuxième enjeu, je reviens un peu en arrière d'une certaine façon, le temps court et le cycle dans lequel nous nous trouvons. Si on remonte au début de la décennie, donc aux années 2010, et en ne prenant au fond que les faits publics et non classifiés, l'intensité de la menace sous-marine va croissant. Et donc, en utilisant quelques points de référence, on peut bien comprendre la dynamique actuelle du secteur, qui est à la fois une réalité stratégique et une réalité économique. D'abord, le naufrage de la corvette Cheonan en 2010, qui est une corvette sud-coréenne, dont tous les rapports d'enquête indiquent qu'elle a été coulée par une torpille, rappelle la puissance de l'arme sous-marine et la menace qu'elle fait peser en permanence sur tous les équipages face à un sous-marin. Si je ne me trompe pas, 70 marins sont morts dans cette affaire. Imaginons un seul instant appliqué à une marine occidentale ce que veut dire et ce que signifie cette menace. Ensuite, si on regarde du côté des mines dont je parlais tout à l'heure, la guerre en Libye et le minage de certains ports a rappelé que c'était une menace qui était bien présente et il a fallu déminer les ports libyens après la guerre. Mais il y a une menace récurrente dans le Golfe, bien sûr en raison des capacités iraniennes dans ce domaine-là et de la menace qui n'a jamais complètement disparu d'un minage du détroit d'Ormuz. Et puis bien sûr, les arsenaux irakiens dispersés pendant la guerre du Golfe ont nécessité plusieurs opérations successives de déminage dans la région. Et plus récemment, la guerre au Yémen a amené plusieurs pays à conduire des opérations de lutte anti-mine en raison des menaces qui pesaient sur le détroit de Bab el-Mandeb. Dans le domaine sous-marin,
la présence russe en Atlantique Nord vient tester la vigilance des pays membres de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne sur les approches de leur pays. Et ce, de la Baltique, avec des épisodes publics en Suède, à l'Écosse et bien entendu au golfe de Gascogne. Et puis on terminera en Asie en mentionnant la présence chinoise qui est de plus en plus importante et qui fait peser sur l'ensemble des marines présentes évidemment la menace d'un conflit et une menace sur la liberté des voies de communication en cas de conflit. Cette géographie assez sommaire n'est au fond que la partie émergée d'un iceberg qui met la menace et les menaces sous-marines au premier rang des préoccupations de nos stratèges et fait des espaces sous-marins, ce que Louis-Michel Guillaume a dû vous dire, un théâtre d'opération à part entière. Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour l'industriel que nous sommes? Ça veut d'abord dire que nous devons être au rendez-vous d'un investissement fort dans le domaine naval, à peu près partout dans le monde, beaucoup en Asie et en Amérique latine, qui se dotent de forces sous-marines ou de capacités nouvelles de lutte sous la mer, mais aussi sur nos marchés et auprès de nos clients européens. Le réinvestissement dans l'industrie navale en Europe, d'ailleurs, et dans sa dimension sous-marine en particulier, est un des traits majeurs de ces dernières années et sans doute un des signes d'un premier retournement dans le cycle de désinvestissement qu'a connu l'Europe pendant des années, dans les dépenses de défense en général. On compte pas moins de 5 grands programmes de frégates aujourd'hui en Europe, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, et la France a aussi manifesté l'intention de lancer, nous l'espérons prochainement, un nouveau programme de frégates, mais il y a aussi la Roumanie, la Pologne et la Finlande. Idem pour les programmes de sous-marins, puisque la Norvège vient de faire le choix, un choix que nous regrettons évidemment avec des CNS, de l'industrie allemande, la Pologne, qui a lancé également un programme de sous-marins, les Pays-Bas, et peut-être aussi d'autres, et puis bien entendu, pour ce qui est le plus important, et en montant et en importance stratégique, les décisions françaises et britanniques de confirmer le lancement de programmes de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de prochaine génération, à peu près au même moment. Et bien sûr, la chasse aux mines aussi, qui fait l'objet d'investissements dans toute l'Europe, en particulier entre la France et le Royaume-Uni, mais aussi bientôt en Belgique et aux Pays-Bas. Donc c'est un domaine d'investissement assez dynamique de la part de nos clients. La France a pris la mesure de cet enjeu et a décidé d'investir pour la prochaine génération. Et nous espérons évidemment que la prochaine loi de programmation militaire confirmera cet engagement dans le nouveau sous-marin, le SNLE 3G dont je viens de parler, une nouvelle frégate et la lutte anti-mine du futur à travers le programme franco-britannique et son successeur français, programme dit SLAMEF. Donc la plupart des alliés et des autres puissances entrent dans un cycle de réinvestissement dont le principal centre de gravité, quand on regarde les montants agrégés, reste l'Asie-Pacifique. On compte, et là je ne prends que les programmes de sous-marins, si on additionne, vous avez bien sûr l'Inde et la Chine, l'Australie, qui est un grand succès pour l'industrie navale française, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Japon, la Corée, le Pakistan, et même plus récemment la Thaïlande, qui serait rentrée en discussion avec la Chine pour la fourniture de sous-marins conventionnels. Et donc, bien entendu, l'ensemble de ces prospects, c'est autant d'enjeux commerciaux et de nécessité de présence pour l'industriel que nous sommes. Troisième enjeu qui est lié aux deux précédents, la course aux technologies, dont Bernard-Antoine parlait tout à l'heure. Où est la nouvelle frontière en matière de technologie sous-marine et où est cette nouvelle frontière par rapport à l'ambition qui était assez claire dans le propos de Bernard-Antoine Moriot-de-Lille sur la recherche de l'extrême limite des possibilités offertes par la science pour maîtriser les espaces sous-marins. Alors on ne repousse pas les lois de la physique elles-mêmes, la mer reste la mer, mais les capacités technologiques ouvertes par la numérisation, les traitements logiciels, la connectivité, les développements dans les technologies de positionnement et les nouveaux matériaux amènent sur le champ de bataille des possibilités nouvelles pour l'industrie qu'elle doit explorer pour rester pertinente et puis surtout dans le cas qui est le nôtre, dans le cas de Thales, pour rester leader.
D'abord, la première tendance technologique qui est massive, c'est l'autonomie, la robotisation, la dronisation. Elle est déjà extraordinairement développée dans le domaine aérien, elle l'est beaucoup moins dans le domaine sous-marin, et nous allons assister à brève échéance à une véritable transformation de l'offre industrielle dans ce domaine. C'est un mouvement qui est déjà à l'œuvre dans la guerre des mines, j'en parlais tout à l'heure, à travers un programme franco-britannique que nous conduisons, qui s'appelle MMCM, et dont Thales est le maître d'œuvre. C'est un domaine d'investissement et d'investigation majeur pour Thales, pour rester au premier rang dans ce secteur, mais aussi donc le secteur de la guerre des mines, mais aussi dans l'ensemble des activités, puisque les drones de lutte anti-sous-marine aujourd'hui sont peu déployés, quelques prototypes aux États-Unis, mais ce sont des technologies qui sont amenées à se développer. Nous avons d'ailleurs présenté lors du salon Euronaval en 2016 un prototype de drone multimission qui permet de remplir des missions de renseignement, des missions de lutte anti-sous-marine, des missions de guerre des mines. Et nous sommes aujourd'hui engagés dans la recherche d'un projet commun pour développer ce prototype avec DCNS, leader des systèmes navals, et ECA, leader dans le domaine de la robotique et des drones. Et l'enjeu, c'est que les industriels français arrivent à faire front ensemble pour réussir, avec une filière nationale dans le domaine des drones navals, ce que, après de nombreux échecs sur tant de projets de drones longue endurance dans le domaine aérien, nous avons raté. Deuxième enjeu technologique, les capacités informatiques et le traitement logiciel. Alors la richesse de nos systèmes, elle ne vient pas que de la capacité et de la fiabilité du senseur et de la sensibilité des capteurs, mais de plus en plus de la qualité et de la complexité des logiciels de traitement du signal. Et c'est cette fiabilité dans le traitement qui permet d'obtenir la détection au fond des mers, qui est un peu, si vous voulez, la reconnaissance faciale appliquée aux objets sous-marins. Il faut imaginer que ce que la police fait avec la reconnaissance faciale, la marine le fait au fond des mers, avec des sous-marins adverses ou avec des objets au fond de l'eau. Et c'est un peu le même enjeu, la capacité à reconnaître, à trier dans le signal, à trier dans le bruit, à trier dans le silence du silence, pour pouvoir reconnaître et distinguer la baleine du sous-marin et tous les objets qu'on peut y repérer. L'installation de capteurs de plus en plus sensibles est aussi facilitée par la loi de Moore et les gains de puissance de calcul dans un espace fortement contraint comme celui des sous-marins, mais d'ailleurs pas que les sous-marins, les avions de mission aussi, qui sont assez contraints. Alors, troisième enjeu, les nouvelles technologies appliquées ou appliquées différemment à l'acoustique sous-marine et qui ouvrent la voie à une plus grande sensibilité ou à une meilleure propagation du signal ou une plus grande facilité d'utilisation. Par exemple, on peut imaginer pour demain et après-demain, et nous y travaillons aujourd'hui, des antennes sonars à partir d'hydrophones traversés par un signal laser. Ça, c'est une rupture technologique que nous explorons en ce moment. On peut imaginer aussi des nouveaux matériaux acoustiques qui permettent de propager le signal de façon beaucoup plus précise et en économisant de l'énergie. On analyse aussi l'impact et l'utilisation qui peut être fait des revêtements anéchoïques sur les sous-marins. Donc il y a tout un tas de recherches technologiques aujourd'hui dans des nouveaux domaines de l'acoustique sous-marine elle-même. Il y a une question qui revient souvent quand on réfléchit à la nouvelle frontière en matière de technologie sous-marine, qui est celle des alternatives à l'acoustique. Est-ce qu'il y a d'autres technologies que l'acoustique sous-marine pour pouvoir détecter dans les fonds marins? Et donc il y a un sujet à la mode, dont d'ailleurs The Economist sur lequel The Economist a écrit récemment, qui est la détection par gravimétrie quantique. Les progrès de la physique quantique et les progrès des senseurs quantiques permettent aujourd'hui d'obtenir des capteurs ultra sensibles. Est-ce que c'est une technologie qu'on peut imaginer de voir déployer prochainement sur nos sous-marins et remplacer l'acoustique? Eh bien, aujourd'hui, l'analyse qu'on fait de ces technologies montre que l'extrême complexité des mouvements dans le milieu marin ne rendent pas aujourd'hui cette technologie pertinente pour ce qui a le plus de valeur stratégique, c'est-à-dire la détection à longue portée. Et donc il n'y a pas de remise en cause aujourd'hui de la prédominance de l'acoustique à horizon prévisible dans la détection sous-marine. Nous restons bien sûr, et c'est tout l'enjeu d'un industriel qui est leader aujourd'hui, à l'affût des nouvelles technologies, toujours prêt évidemment à bondir
et investir sur toute technologie qui serait évidemment plus pertinente. Mais l'acoustique reste de très loin le sujet dominant. Quatrième enjeu, et je terminerai par là, la tension créatrice entre souveraineté et coopération, ou bien entre l'exclusivité nationale, qui est indispensable pour apporter à la Marine nationale l'avantage stratégique qu'elle recherche, et l'export, qui est devenu vital pour la pérennité de nos bases industrielles. Et il y a bien une tension créatrice entre les deux, une tension dont nous devons faire en sorte qu'elle soit créatrice et non pas destructrice. Alors la réponse, elle se fait à plusieurs niveaux. D'abord, dans la stratégie d'une entreprise, il y a bien entendu ce qu'on appelle dans notre jargon la politique produit, donc une forme de différenciation entre les gammes de produits qui permet de répondre à différents besoins avec différents produits. Et donc c'est ce que nous faisons. Nous ne vendons pas exactement les mêmes produits quand il s'agit d'apporter l'ultime différenciateur pour notre grand client, la Marine nationale ou la Marine britannique, et d'autres clients dans le monde. Donc il y a une politique de différenciation qui permet de respecter cet impératif de souveraineté pour une partie de notre activité. Mais pour l'export d'envergure, quels sont les ingrédients qui permettent de rendre cette tension, comme je disais, créatrice? D'abord, l'expérience opérationnelle de la marine est un atout, elle est essentielle, de même que l'est l'intimité de notre relation avec des CNS, particulièrement dans le domaine des sous-marins. Deuxièmement, la capacité à inscrire nos projets, qui sont toujours des projets de longue durée, qui nous engagent pour de très longues années auprès de certains clients, pour plusieurs décennies, la capacité à inscrire nos grands projets dans des partenariats de long terme qui ne peuvent être que cohérents avec la politique étrangère de la France et donc s'inscrivent là aussi dans des partenariats au temps long, comme ceux que la France a noués avec des pays comme l'Inde, le Brésil, et puis aujourd'hui et demain l'Australie par exemple. Et puis au-delà de l'export, il y a un enjeu plus particulier dans cette tension créatrice qui est la spécialisation industrielle. La capacité, notamment en Europe, à pouvoir spécialiser les bases industrielles pour créer des interdépendances relatives entre les pays, et ce, à condition que l'industrie puisse avoir les mains suffisamment libres pour organiser cette spécialisation et acquérir suffisamment de compétitivité. La duplication des bases industrielles est profondément destructrice de valeur. Tant que les États ont le moyen de la soutenir, elle ne pose pas de problème. À partir du moment où on demande à l'industriel de prendre en charge toutes ces duplications, ça devient un problème de compétitivité quand on est, comme nous le sommes, dans une compétition mondiale avec les autres industriels américains, européens et bientôt, évidemment, chinois ou turcs. Nous sommes dans un champ de compétition. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, notre industrie n'est plus capable de participer à de très grands programmes en dehors de la France ou en dehors des marchés dits domestiques sans contenu local. Et par conséquent, il faut nécessairement en permanence se poser la question de la cohérence de la base industrielle. Sans transfert de technologie, sans contenu local, il est devenu quasi impossible de gagner des contrats, même dans des pays qui ont eux-mêmes déjà une industrie mature, par exemple le Canada et l'Australie. Et donc, sans l'appui et une stratégie très coordonnée au sein d'une équipe France ou entre partenaires proches, les stratégies d'export deviennent aujourd'hui de plus en plus difficiles. Il y a une dernière question qui est aussi celle de la question des stratégies industrielles, dont j'étais un peu lourd, pardon, mais qui s'inscrivent nécessairement dans le long terme. Donc un contraste entre ces stratégies industrielles et les revirements et les surprises stratégiques que nous pouvons connaître. Nous sommes obligés aujourd'hui à une adaptation, à une flexibilité permanente et indispensable qui n'est pas toujours l'ami des projets au long cours. Dernière question qui brûle souvent les lèvres quand on parle de l'industrie navale, la question des consolidations industrielles en Europe, qui est toujours qui est un peu un serpent de mer, c'est le cas de le dire. L'activité que je dirige aujourd'hui, Thales Underwater, est le résultat d'une consolidation essentiellement entre industries françaises et entre la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, tout n'a pas été fait dans cet axe, et donc ça reste
un enjeu. Le Brexit d'ailleurs a ouvert une période d'incertitude qui s'impose à nous, qui n'a pas perturbé à ce jour la manière dont est organisée la base, mais ça reste une question. Nos chemins continuent de diverger avec l'industrie navale allemande, en tout cas dans mon domaine. Nous restons concurrents à peu près sur l'ensemble de la gamme, et c'est aujourd'hui la situation de concurrence la plus frontale que nous pouvons connaître. Et donc les actes de coopération dans le naval de défense, et particulièrement dans le domaine des sonars, tournent toujours autour de la relation bilatérale avec le Royaume-Uni et avec l'Italie, qui sont en Europe les deux partenaires historiques de la France et les deux pays avec lesquels nous avons réussi à démontrer que nous arrivions à avoir des stratégies ensemble et à les tenir sur des périodes longues. Mais cette question de la consolidation restera à l'ordre du jour et aujourd'hui ne devrait pas connaître de développement majeur. Voilà, j'en resterai là. Merci beaucoup. Merci Alexis.